Le 23 juillet 1998, la famille Fontana quitte leur hôtel de Chamonix pour une excursion d'une journée dans les Alpes françaises. Marco, Elena et leurs deux enfants, Sofia et Lucas, ne reviendront jamais. Leur voiture de location sera retrouvée abandonnée le lendemain sur une route secondaire, moteur encore tiède, porte déverrouillée, bagages intacts. Aucune trace de violence, aucun indice, aucune demande de rançon. Pendant 20 ans, ce mystère hantera les enquêteurs des deux côtés des Alpes. Mais en septembre 2018, un drone de surveillance environnementale détectera une anomalie thermique dans une ravine isolée de la vallée de Chamonix. Ce qu'il découvrira remettra en question tout ce que nous croyions savoir sur la disparition des Fontana. Comment 4 personnes peuvent-elles simplement s'évanouir dans la nature? Et pourquoi leur secret est-il resté enfoui si longtemps dans les montagnes? Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les enquêtes mystérieuses réelles comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. L'été 1998 avait été particulièrement chaud en Europe. La France accueillait la Coupe du monde de football et l'euphorie se ressentait jusque dans les stations alpines habituellement plus calmes. Chamonix-Mont-Blanc, niché au pied du massif du Mont-Blanc à 1035 mètres d'altitude, vivait l'une de ses saisons touristiques les plus prospères. Cette commune de Haute-Savoie, forte de ses 11 000 habitants permanents, voyait sa population tripler pendant les mois d'été grâce aux randonneurs, alpinistes et familles en quête de fraîcheur montagnarde. C'est dans ce contexte que Marco Fontana, 45 ans, avait choisi cette destination pour les vacances familiales. Propriétaire d'une petite entreprise de textile à Bergame, en Lombardie, Marco incarnait la réussite discrète de la bourgeoisie industrielle du nord de l'Italie. Homme méticuleux aux cheveux déjà grisonnants, il parlait un français correct acquis durant ses études de commerce international à Milan. Son épouse, Elena, 42 ans, enseignait l'histoire de l'art au lycée local de Bergame. Femme cultivée aux manières raffinées, elle avait insisté pour que ce voyage soit aussi éducatif pour leurs enfants. Sofia, leur fille de 16 ans, venait de terminer sa première année de lycée avec d'excellents résultats. Adolescente sérieuse, aux longs cheveux bruns hérités de sa mère, elle montrait déjà une passion pour la littérature française qu'elle étudiait comme 3e langue. Son frère Lucas, de 2 ans son cadet, était l'opposé parfait, esprit libre, passionné de photographie, toujours équipé de son appareil Nikon FM2 que ses parents lui avaient offert pour ses 14 ans. Le garçon documentait chaque instant de leur voyage avec une minutie qui amusait et parfois agaçait sa famille. La famille Fontana représentait cette classe moyenne, aisée italienne, qui avait bénéficié du boom économique des années 90. Leur maison de Bergame, située dans le quartier résidentiel de Città Alta, témoignait d'un mode de vie confortable, sans ostentation. Marco conduisait une BMW 318i gris métallique. Elena préférait sa Fiat Punto rouge pour ses trajets quotidiens. Ils possédaient un petit appartement sur la côte Ligure, où ils passaient généralement leurs vacances d'été. Mais cette année, Elena avait convaincu son mari de découvrir les Alpes françaises. Le choix de Chamonix n'était pas dû au hasard. Elena avait lu un article dans Geo Magazine sur les peintres qui avaient immortalisé le massif du Mont-Blanc au XIXe siècle. Elle rêvait de visiter les lieux où Albert Bierstadt et Gabriel Lopé avaient planté leurs chevalets. Marco, pragmatique, appréciait la proximité de la station avec l'Italie. Moins de 2 heures de route depuis Bergame via le tunnel du Mont-Blanc, inauguré en 1965. Leur hôtel, le Morgan, était un établissement 3 étoiles situé avenue de l'Aiguille du Midi, dans le centre de Chamonix. L'établissement, tenu par la famille Berthet depuis 3 générations, accueillait principalement une clientèle familiale européenne. Leur chambre communicante au 3e étage offrait une vue partielle sur l'Aiguille du Midi et les télécabines qui y menaient. Le directeur, Jean-Paul Berthet, se souvenait parfaitement de cette famille italienne polie et discrète qui s'exprimait dans un français teinté d'accent lombard. Les Fontana étaient arrivés le 20 juillet 1998, un lundi soir,
après un voyage sans histoire. Marco avait loué une Renault Espace bleue chez Europcar à l'aéroport de Genève, préférant voler jusqu'en Suisse plutôt que d'effectuer le trajet en voiture avec sa propre BMW. La famille avait prévu de rester une semaine complète, jusqu'au dimanche 26 juillet. Elena avait soigneusement planifié leur itinéraire. Visite du musée alpin, excursion au Montanvert pour voir la mer de glace, randonnée au lac Blanc, et bien sûr, montée à l'Aiguille du Midi si la météo le permettait. Les 3 premiers jours s'étaient déroulés selon le programme établi. Les témoins se souvenaient de cette famille unie, les parents attentionnés, les enfants respectueux. Sophia prenait des notes dans un carnet Moleskine noir, Lucas mitraillait tout ce qui attirait son regard. Au musée alpin, le guide François Chabod avait remarqué l'intérêt sincère d'Elena pour les expositions sur l'histoire de l'alpinisme. Marco posait des questions pratiques sur les équipements, les techniques d'escalade, la sécurité en montagne. Le mercredi 22 juillet, ils avaient effectué la montée au Montanvert à bord du train à crémaillère rouge. Lucas avait photographié la locomotive historique datant de 1908. Sophia avait été impressionnée par la grotte de glace creusée chaque année dans le glacier. Elena avait acheté des cartes postales représentant les peintures de Gabriel Lopé qu'elle comptait envoyer à ses collègues de Bergame. Marco avait négocié en italien avec un vendeur de souvenirs d'origine piémontaise installé depuis 15 ans à Chamonix. La météo de ce juillet 1998 était exceptionnellement favorable. Après un printemps pluvieux, l'anticyclone des Açores s'était installé durablement sur l'Europe occidentale. Les températures oscillaient entre 25 et 30 degrés en vallée, descendant à 15-20 degrés à 2000 mètres d'altitude. Pas un nuage ne venait troubler le bleu profond du ciel alpin. Les conditions étaient parfaites pour les activités de montagne et tous les remontées mécaniques fonctionnaient normalement. C'est dans ce contexte idyllique que la famille Fontana avait planifié leur 4e journée, celle du jeudi 23 juillet. Elena souhaitait découvrir le village de Valorcine, situé à une quinzaine de kilomètres de Chamonix, dans la vallée du Trian. Elle avait lu que ce petit bourg frontalier avec la Suisse conservait une architecture traditionnelle remarquable et offrait des points de vue exceptionnels sur les glaciers du massif du Mont Blanc. Le matin du 23 juillet 1988, Sofia Fontana se réveilla avant l'aube. À 5h45 précises, elle entr'ouvrit les rideaux de leur chambre d'hôtel et contempla le massif du Mont Blanc baigné par les premières lueurs dorées du soleil. L'adolescente avait cette habitude depuis l'enfance de se lever tôt, héritage de sa grand-mère paternelle, qui lui répétait que les plus beaux moments de la journée appartenaient à ceux qui savaient les saisir avant les autres. À 6h30, la famille prenait son petit déjeuner dans la salle à manger de l'hôtel Le Morgan. Madame Joséphine Berthet, l'épouse du directeur, officiait derrière le buffet continental. Elle se souvenait parfaitement de ce dernier repas des Fontana. Marco avait pris 2 croissants et un café serré. Elena s'était contentée d'un thé Earl Grey et d'une tartine de confiture d'abricot. Sophia avait opté pour des céréales et un jus d'orange, tandis que Lucas dévorait des pains au chocolat en feuilletant un guide de randonnées acheté la veille. Elena avait étalé sur leur table une carte IGN de la région de Chamonix-Mont-Blanc au 1,25 millième. Avec son doigt, elle traçait l'itinéraire prévu pour cette journée. Descendre vers Argentières par la route départementale 1508, puis emprunter la route de Valorcine qui serpentait le long de la vallée du Trian. L'objectif était de visiter ce village typique, déjeuner dans une auberge locale, puis revenir par la route forestière qui offrait, selon le guide Michelin, des panoramas exceptionnels sur le glacier du Trian. À 7h45, Marco régla la note des consommations supplémentaires à la réception. Jean-Paul Berthet lui remit les clés de la chambre, en précisant que le check-out était prévu pour dimanche matin. La famille transportait peu d'affaires ce jour-là. Elena portait un sac à main en cuir marron contenant leurs papiers, de l'argent liquide et un appareil photo compact, Canon Sure-Shot. Marco avait glissé son portefeuille dans la poche arrière de son jean. Sophia serrait contre elle son carnet Moleskine et un livre de poésie française,
Lucas arborait fièrement son icône en bandoulière. La Renault Espace Bleu immatriculée 69 247 TD était garée sur le parking de l'hôtel depuis lundi soir. Marco avait effectué le plein la veille au soir à la station Total située avenue Michel Cros, comme en témoignait le ticket retrouvé plus tard dans la boîte à gants, 48 litres de sans-plomb 95 pour un montant de 312 francs français, horodaté 22 juillet 1988, 19h47. À 8 heures précises, la famille Fontana quittait le parking de l'hôtel Le Morgan. Plusieurs témoins confirmèrent par la suite leur passage. Gérard Morand, chauffeur de taxi, attendait un client devant l'hôtel et vit Marco manœuvrer prudemment pour sortir du parking étroit. Sylvie Duchesne, propriétaire de la boulangerie d'en face, ouvrit sa boutique au moment exact où la Renault bleue passait devant sa vitrine. Elle remarqua que tous les occupants semblaient détendus. Lucas agitait même la main vers sa vitrine. L'itinéraire initial menait vers Argentières par la route départementale 1508, une voie étroite mais bien entretenue qui longeait la vallée de Chamonix vers le nord. Cette route, construite dans les années 1920 et élargie dans les années 1960, était fréquentée principalement par les habitants des villages environnants et les touristes se rendant vers la Suisse via le col des Montes. Le trafic matinal était généralement fluide, composé essentiellement de quelques cars de tourisme et de véhicules locaux. À 8h15, la Renault Espace fut aperçue à Argentières par Claudine Mercier, postière du village, qui effectuait sa tournée matinale. Elle identifia formellement le véhicule grâce à sa couleur bleue inhabituelle et à la plaque d'immatriculation française commençant par 69, qu'elle associa mentalement à Lyon. La voiture roulait normalement en direction de Valorcine, respectant les limitations de vitesse. Le village de Valorcine se situait à 14 km d'Argentières par une route sinueuse qui traversait plusieurs hameaux. Le Tour, Trian, puis enfin Valorcine proprement dit. Cette portion de route, rénovée en 1995, offrait des virages serrés, mais était considérée comme sûre par les services départementaux. La signalisation était claire, la chaussée en bon état, et aucun incident majeur n'y avait été recensé depuis l'ouverture. À 9h45, Jean-Marc Vuillaume, patron de l'auberge de la gare à Valorcine, confirma l'arrivée de la famille italienne dans son établissement. Il se souvenait distinctement de Marco Fontana, car celui-ci avait commandé en italien avant de se reprendre et de continuer en français. La famille s'installa à une table près de la fenêtre donnant sur la gare ferroviaire de Valorcine, terminus français de la ligne du Mont-Blanc Express qui reliait Chamonix à Martigny en Suisse. Elena consulta longuement la carte des sentiers de randonnée affichée dans l'auberge. Elle s'intéressait particulièrement au sentier du Bel Oiseau, une boucle de 2 heures qui menait à un point de vue remarquable sur le glacier du Trian. Marco examina sa montre. Il disposait de suffisamment de temps pour effectuer cette randonnée et rentrer à Chamonix en fin d'après-midi. Jean-Marc Vuillaume leur recommanda de prendre la route forestière du retour, moins fréquentée, mais offrant des panoramas spectaculaires. À 10h30, après avoir consommé des boissons chaudes et consulté plusieurs brochures touristiques, la famille Fontana quitta l'auberge de la gare. Jean-Marc Vuillaume les vit remonter dans leur Renault bleu et prendre la direction du sentier du Bel Oiseau, situé à 3 km du village par une petite route communale. Ce fut le dernier témoignage fiable concernant la famille italienne. Le sentier du Bel Oiseau débutait au parking forestier de l'Ajoux, un espace aménagé pouvant accueillir une quinzaine de véhicules. À cette époque de l'année, le parking était généralement occupé par des randonneurs locaux et quelques touristes aventureux. Aucun témoin ne se manifesta par la suite pour confirmer la présence de la Renault Espace à cet endroit précis. Mais les enquêteurs retrouvèrent des indices troublants. Des traces de pas correspondant à la pointure de Marco, 44, dans la boue séchée près du panneau d'information du sentier. La suite des événements demeure à ce jour un mystère complet. Entre 10h45, heure estimée de leur arrivée au parking de l'Ajoux, et 21h,
moment où leur absence commença à inquiéter le personnel de l'hôtel Le Morgan, aucun témoin crédible ne put situer la famille Fontana. Ils semblaient avoir été absorbés par la montagne alpine, comme si elle avait ouvert ses entrailles pour les engloutir à jamais. Ce qui rendit leur disparition encore plus mystérieuse fut la découverte, le lendemain matin à 6h45, de leur véhicule de location. Un cycliste matinal, Henri Poncet, employé municipal de Chamonix, découvrit la Renault Espace Bleu, abandonnée sur un chemin forestier secondaire situé à 8 km de Valorcine, dans une zone appelée les Bois de la Pendant. La voiture était stationnée de manière parfaitement ordonnée le long du chemin, tous feux éteints, portes déverrouillées mais fermées. L'état du véhicule stupéfia les premiers enquêteurs arrivés sur place. Le moteur était froid, mais l'huile encore tiède suggérait un arrêt récent. Les clés se trouvaient sur le tableau de bord. Le réservoir contenait encore 30 litres de carburant. Les bagages personnels étaient intacts dans le coffre. Valises fermées, appareils photo, guide touristique, carte IGN pliée selon les marques de pliage d'Elena. Aucun signe de lutte, aucune trace de sang, aucun indice de violence quelconque. Plus troublante encore, les enquêteurs découvrirent sur la banquette arrière le carnet Moleskine de Sofia, ouvert à la page où elle avait noté ses impressions de la veille. Mer de glace magnifique. Papa a pris 100 photos. Maman heureuse. Demain, Valorcine. L'encre était sèche, l'écriture soignée, aucun signe de précipitation. Sur le siège passager avant, le portefeuille de Marco contenait 1200 francs français et 350 000 lires italiennes, somme importante qui écartait immédiatement l'hypothèse d'un vol à main armée. Ce jeudi 23 juillet 1998 marqua le début de l'une des enquêtes les plus complexes de l'histoire criminelle franco-italienne moderne. Comment une famille entière pouvait-elle disparaître sans laisser la moindre trace dans une région aussi fréquentée et surveillée que la vallée de Chamonix? Cette question entrait les enquêteurs des deux côtés des Alpes pendant exactement 20 ans, jusqu'à ce qu'un drone révèle enfin la vérité enfouie dans les entrailles de la montagne. L'inspecteur Henri Lacroix avait 38 ans quand l'affaire Fontana atterrit sur son bureau au commissariat de Chamonix le 24 juillet 1998. Policier expérimenté, formé à l'École nationale supérieure de police de Saint-Cyr au Mont-d'Or, il avait déjà traité plusieurs disparitions en montagne, mais jamais un cas aussi déroutant. Père de 2 enfants lui-même, Lacroix comprit immédiatement que cette enquête marquerait sa carrière. Les 48 premières heures furent cruciales. Dès la découverte du véhicule abandonné, Lacroix coordonna les recherches avec le peloton de gendarmerie de haute montagne de Chamonix, dirigé par le capitaine André Morel. 75 hommes furent mobilisés. Gendarmes, policiers municipaux, guides de haute montagne, secouristes du PGHM et même des volontaires civils. 3 hélicoptères survolèrent méthodiquement la zone entre Valorcine et les Bois de la Pendant, utilisant des caméras thermiques de première génération. Le procureur de la République de Bonneville, maître François Giraud, ouvrit une information judiciaire pour enlèvement et séquestration en bande organisée. Cette qualification permettait des moyens d'investigation étendus et une coopération internationale avec les autorités italiennes. L'ambassade d'Italie à Paris fut immédiatement informée, et le consulat général italien de Lyon dépêcha un attaché consulaire à Chamonix dès le samedi 25 juillet. La famille de Marco en Lombardie vivait un cauchemar éveillé. Giuseppe Fontana, le père de Marco, ancien contremaître de l'usine Pirelli, prit le premier vol Milan-Genève le vendredi matin. Homme de 70 ans aux mains durcies par 40 années de labeur industriel, il ne comprenait pas comment son fils, si prudent, si méticuleux, avait pu disparaître avec sa famille. Sa belle-fille, Maria Teresa, la mère d'Elena, professeure de littérature retraitée, l'accompagnait. Elle répétait sans cesse que sa fille lui envoyait toujours une carte postale le premier jour de vacances, tradition qu'Elena n'avait jamais rompue en 23 ans de mariage. L'hôtel Le Morgan devint temporairement le quartier général informel de la famille éplorée.
Jean-Paul Berthet, touché par leur détresse, leur offrit gratuitement 2 chambres communicantes. Le standard téléphonique de l'établissement saturait d'appels de journalistes italiens et français. L'affaire prenait une dimension médiatique que personne n'avait anticipée. Giuseppe Fontana insista pour participer personnellement aux recherches malgré ses 70 ans. Chaque matin, à l'aube, il accompagnait les équipes de gendarmerie, scrutant chaque buisson, chaque anfractuosité rocheuse. Sa connaissance approfondie des habitudes de son fils permit d'orienter certaines recherches. Marco n'aurait jamais pris de risques inconsidérés avec sa famille, il vérifiait toujours l'état de son véhicule avant chaque départ, il portait systématiquement une montre et consultait régulièrement l'heure. Les premières pistes d'enquête se révélèrent décevantes. L'examen minutieux de la Renault Espace par l'identité judiciaire de Annecy ne révéla aucune trace suspecte. Pas d'empreintes étrangères, pas de fibres inhabituelles, pas de traces de lutte. Les relevés d'appels téléphoniques de l'hôtel montrèrent que la famille n'avait reçu aucun appel externe depuis leur arrivée. L'examen des comptes bancaires de Marco révéla des finances saines, aucune dette importante, aucune transaction suspecte. L'enquête de voisinage à Bergame, menée par la Polizia di Stato italienne, dressa le portrait d'une famille sans histoire. Marco dirigeait son entreprise textile avec compétence, payait ses impôts religieusement, entretenait des relations cordiales mais discrètes avec ses voisins. Elena était appréciée de ses collègues enseignants et de ses élèves. Aucun ennemi connu, aucun conflit professionnel ou personnel, aucune liaison extra-conjugale. Sofia et Luca étaient des adolescents sans problème particulier. Sofia excellait dans ses études, participait au club de théâtre de son lycée, avait quelques amis proches mais pas de petit ami officiel. Luca était passionné de photographie et de cinéma, membre du club audiovisuel de son collège, rêvait de devenir reporter photographe. Aucun des deux n'avait montré de signe de mal-être ou exprimé le désir de fuir le cocon familial. Lacroix explora méthodiquement toutes les hypothèses classiques. Accident de randonnée, improbable, compte tenu de l'abandon du véhicule à 8 km du dernier point de vue fiable. Enlèvement crapuleux, incohérent avec la présence de l'argent et des objets de valeur dans la voiture. Fuite volontaire, incompatible avec le profil psychologique de la famille et l'absence de préparation financière. L'été 1998 s'acheva sans le moindre progrès. Les recherches aériennes et terrestres avaient couvert un périmètre de 50 km² autour de Valorcine. Plongeurs, spéléologues et alpinistes avaient exploré lacs, grottes et crevasses accessibles. Aucune trace humaine, aucun vestige, aucun indice matériel. La famille Fontana semblait s'être volatilisée. L'automne apporta les premières polémiques médiatiques. Certains journaux italiens critiquèrent l'efficacité de l'enquête française, suggérant que les autorités hexagonales ne prenaient pas au sérieux la disparition de touristes étrangers. La presse française répliqua en soulignant l'ampleur des moyens déployés et la coopération exemplaire entre les services des deux pays. Giuseppe Fontana, interrogé par la Gazzetta dello Sport, défendit publiquement le travail de l'inspecteur Lacroix tout en exprimant son incompréhension face à cette énigme. L'hiver 1998-1999 figea les investigations. Les conditions météorologiques rendaient impossibles les recherches en haute montagne, et Lacroix concentra ses efforts sur l'enquête administrative et les vérifications documentaires. Il éplucha tous les registres d'hôtels de la région pour la période concernée, vérifia les locations de véhicules, interrogea systématiquement les commerçants et restaurateurs. Aucun élément nouveau n'émergea. Giuseppe Fontana retourna en Italie pour Noël 1998, le cœur brisé mais pas résigné. Il créa une association, Ricerca Fontana, qui collectait des fonds pour financer des recherches privées. Des détectives italiens spécialisés dans les affaires de disparition furent mandatés pour enquêter parallèlement. Leurs conclusions rejoignirent celles de la police française. Aucune piste crédible, aucune hypothèse satisfaisante. L'année 1999 vit naître les premières théories conspirationnistes.
Un journaliste italien suggéra que la famille avait été victime d'un réseau de trafiquants d'organes opérant dans les Alpes. Un écrivain français publia un livre évoquant une possible implication des services secrets dans une affaire d'espionnage industriel liée à l'entreprise textile de Marco. Ces spéculations fantaisistes irritèrent profondément Lacroix, qui continua son travail méthodique loin du bruit médiatique. En 2000, l'inspecteur Lacroix fut muté au commissariat d'Annecy pour prendre la direction de la brigade criminelle départementale. Il emporta avec lui le dossier Fontana, convaincu qu'un élément lui avait échappé. Ses successeurs à Chamonix héritèrent d'une enquête au point mort, classée « disparition inquiétante », faute d'éléments nouveaux. Les années 2001 à 2005 marquèrent une période de relatif silence médiatique. Giuseppe Fontana, affaibli par un infarctus en 2002, dut réduire ses activités de recherche. Maria Teresa mourut en 2004 sans avoir revu sa fille. L'association Ricerca Fontana périclita faute de soutien financier et de résultats tangibles. En 2006, l'affaire connut un bref regain d'intérêt lors de la découverte de restes humains près du lac de Flaine. L'analyse ADN révéla qu'il s'agissait d'un randonneur allemand disparu en 1994, ravivant cruellement les espoirs des familles avant de les briser à nouveau. L'inspecteur Lacroix, devenu commissaire divisionnaire, prit sa retraite en 2008, après 35 ans de service. Dans son bureau d'Annecy, le dossier Fontana occupait toujours une place particulière sur une étagère dédiée aux affaires non résolues. Lacroix avait photocopié l'intégralité du dossier et conservait une copie à son domicile, incapable de se résoudre à tourner définitivement cette page. Giuseppe Fontana s'éteignit en décembre 2010, à l'âge de 82 ans. Ses dernières paroles, rapportées par sa belle-fille, furent « Ils sont quelque part dans ces montagnes, je le sais ». Il légua tous ses biens à une fondation de recherche de personnes disparues, espérant que d'autres familles n'auraient pas à endurer son calvaire. Le mercredi 12 septembre 2018, Jean-Claude Martel effectuait sa tournée hebdomadaire de surveillance environnementale au-dessus de la vallée de Chamonix. Technicien de 45 ans, employé par l'Office national des forêts, Martel pilotait des drones depuis 2015 dans le cadre du programme de monitoring écologique des Alpes françaises. Son DJI Matrice 600 Pro, équipé d'une caméra thermique FLIR Vue Pro Air, permettait de détecter les variations de température au sol avec une précision de 0,1 degré Celsius. Cette mission s'inscrivait dans le cadre du projet AlpTerm, programme européen de surveillance des changements climatiques en zone alpine. Depuis 3 ans, Martel cartographiait méthodiquement les zones de pergélisol, documentait le recul des glaciers et identifiait les secteurs de réchauffement anormal du sol pouvant indiquer des glissements de terrain futurs. Le temps était idéal ce jour-là. Ciel dégagé, vent faible, visibilité excellente. Martel avait décollé à 8 heures du matin depuis la base de l'ONF, située route de la Côte, au-dessus de Chamonix. Son plan de vol couvrait une zone de 15 km² entre les vallées de Chamonix et des Mossons, secteur réputé stable, mais nécessitant une surveillance régulière en raison de l'augmentation des températures estivales. À 11h43 précises, alors que le drone survolait les bois de la Pendant à 150 mètres d'altitude, la caméra thermique détecta une anomalie. Dans une ravine encaissée, à environ 800 mètres du chemin forestier principal, une zone circulaire d'environ 6 mètres de diamètre présentait une signature thermique inhabituelle. La température du sol y était inférieure de 2,3 degrés à celle des terrains environnants, phénomène inexplicable en cette saison. Martel nota immédiatement les coordonnées GPS. 46 degrés 01, 23.7 N, 6 degrés 56, 45, 5.2 E. Il programma le drone pour effectuer plusieurs passages à différentes altitudes, photographiant la zone sous tous les angles. Les images en spectre visible ne révélaient rien d'anormal. Une dépression naturelle du terrain recouverte de végétation alpine typique, quelques rochers épars, aucun signe d'activité humaine récente, mais l'analyse thermique persistait à montrer cette anomalie froide. Dans son expérience de 3 années de monitoring,
Martel n'avait jamais observé ce type de signature. Généralement, les variations thermiques s'expliquaient par la composition géologique du sous-sol, la présence d'eau souterraine ou l'exposition différentielle au soleil. Ici, rien ne justifiait cette température anormalement basse. De retour à sa base vers 13 heures, Martel analysa minutieusement les données collectées. Il superposait les images thermiques avec les cartes topographiques de l'IGN, consulta les archives météorologiques, vérifia les relevés hydrogéologiques de la zone. Aucun élément ne permettait d'expliquer rationnellement cette anomalie thermique. Par acquis de conscience professionnelle, Martel décida de signaler sa découverte à son supérieur hiérarchique, Patrick Vidal, ingénieur forestier responsable du secteur Chamonix-Mont-Blanc. Vidal examina les données avec intérêt mais ne put formuler d'hypothèse satisfaisante. L'anomalie se situait dans une zone classée forêt domaniale, sans activité humaine autorisée, loin de toute infrastructure souterraine connue. Vidal transmit le rapport à la direction départementale de l'ONF à Bonneville, suggérant une investigation complémentaire. Dans un courrier daté du 18 septembre 2018, il recommandait une reconnaissance terrestre pour identifier la source de cette anomalie thermique et vérifier l'absence de pollution ou de phénomènes géologiques dangereux. Le dossier remonta jusqu'au bureau du procureur de la République de Bonneville, Maître Sylvie Damien, qui avait succédé à François Giraud en 2012. Damien, quinquagénaire méticuleuse UWE, conservait dans ses archives toutes les affaires non résolues de sa juridiction. Le nom « Bois de la Pendant » éveilla immédiatement sa mémoire. C'était précisément dans ce secteur qu'avait été découvert le véhicule abandonné de la famille Fontana en juillet 1998. Le 25 septembre 2018, Maître Damien contacta personnellement Henri Lacroix, désormais retraité mais toujours domicilié à Annecy. L'ancien inspecteur, âgé de 58 ans, n'avait jamais cessé de penser à l'affaire Fontana. Quand le procureur lui décrivit l'anomalie thermique détectée par le drone, Lacroix sentit son cœur s'accélérer. Après 20 ans de silence, la montagne livrait peut-être enfin ses secrets. Le 2 octobre 2018, une équipe d'investigation fut constituée sous l'autorité du capitaine de gendarmerie Julien Mercier, nouveau chef du PGHM de Chamonix. Cette équipe comprenait Lacroix en qualité de consultant bénévole, 2 gendarmes spécialisés, un géologue de l'Université de Savoie et Jean-Claude Martel pour guider la progression vers le site de l'anomalie. L'accès à la ravine nécessitait une marche d'approche de 45 minutes depuis le chemin forestier principal. Le terrain, en pente modérée d'abord, se transformait progressivement en dévers rocheux nécessitant des précautions. Martel, équipé de son GPS de précision, dirigeait la progression vers les coordonnées exactes de l'anomalie thermique. À 14h27, l'équipe atteignit la zone ciblée. Au premier regard, rien ne distinguait cette dépression naturelle de milliers d'autres similaires dans les Alpes. Quelques mètres carrés de terrain en léger creux, recouverts d'herbes alpines et de rhododendrons nains, bordés de blocs rocheux, détachés des parois supérieures par l'érosion glaciaire. Mais Lacroix, formé par 40 ans d'enquête criminelle, remarqua immédiatement des détails troublants. La végétation, bien que dense, présentait une croissance anormalement luxuriante pour cette altitude et cette exposition. Les rhododendrons affichaient un vert plus soutenu que dans les zones environnantes, comme s'ils bénéficiaient d'une nutrition supplémentaire du sol. Plus intriguant encore, plusieurs arbustes montraient des signes de cassure ancienne à leur base, comme si un poids important les avait écrasés puis qu'ils avaient repoussés autour de l'obstacle. Le géologue, Dr Antoine Berger, confirma que la configuration du terrain ne correspondait pas à un glissement de terrain naturel ou à une érosion classique. C'est en examinant attentivement la périphérie de la zone que Lacroix fit la découverte qui allait tout changer. Partiellement dissimulé sous les racines d'un rhododendron, un fragment de métal oxydé dépassait du sol. La forme et la couleur de ce débris éveillèrent immédiatement ses soupçons. Cela ressemblait étrangement à un morceau de carrosserie automobile.
Le 3 octobre 2018 au matin, le procureur d'Amiens autorisa le lancement d'une excavation officielle sur le site de l'anomalie thermique. Cette décision marquait la réouverture formelle de l'enquête sur la disparition de la famille Fontana après exactement 20 ans, 2 mois et 11 jours de mystère. L'opération fut placée sous la direction technique du commissaire divisionnaire Pierre Durand, spécialiste des investigations criminelles complexes de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Une équipe pluridisciplinaire de 15 personnes fut constituée. Gendarmes du PGHM, techniciens de l'identité judiciaire, archéologues de l'INRAP spécialisés dans les fouilles d'urgence, médecins légistes et géologues experts. Le docteur Marie Blanchard, médecin légiste du CHU de Grenoble, accepta de se déplacer personnellement sur le site. Femme de 52 ans, Blanchard avait participé à l'identification des victimes de l'accident aérien de Habsheim en 1988 et possédait une expertise reconnue dans l'analyse de restes humains anciens. Sa présence témoignait de la gravité que les autorités accordaient à cette découverte. Les travaux d'excavation débutèrent à 8h30, sous un ciel couvert typique de l'automne alpin. La technique employée s'inspirait des méthodes archéologiques. Quadrillage méthodique de la zone, décapage par couches successives de 10 cm, tamisage systématique de tous les sédiments extraits. Chaque fragment métallique était photographié in situ avant d'être prélevé et référencé. Dès les premiers coups de pelle, les soupçons se confirmèrent. À 30 cm de profondeur, les fouilleurs mirent au jour des débris de verre teintés vert, caractéristiques des pare-brises automobiles des années 1990. 40 cm plus bas, un morceau de plastique noir portant des traces de peinture bleue émergea du sol alpin. Lacroix, qui observait chaque geste des techniciens, reconnut immédiatement la couleur bleue métallisée de la Renault Espace disparue. À midi, l'ampleur de la découverte commença à se révéler. Les fouilles avaient mis au jour les restes écrasés d'un véhicule automobile complet, compacté sur lui-même par une chute de grande hauteur. La structure était si déformée qu'il fallut plusieurs heures aux experts pour reconstituer mentalement l'architecture originelle du véhicule. Le docteur Blanchard effectua les premiers prélèvements osseux vers 14h30. Dans l'habitacle déformé, elle identifiqua des fragments de squelettes humains appartenant manifestement à plusieurs individus. L'état de conservation était remarquable grâce au froid alpin et à l'acidité naturelle du sol. Les premiers examens suggéraient la présence de 4 corps correspondant aux âges et morphologies de la famille Fontana. Mais c'est à 16h45 que fut faite la découverte la plus bouleversante. En dégageant avec précaution la zone du coffre arrière, un technicien de l'identité judiciaire découvrit un appareil photographique Nikon FM2 dans un état de conservation exceptionnel. L'objectif était brisé, le boîtier déformé, mais le mécanisme interne semblait intact. Lacroix reconnut immédiatement l'appareil de Luca Fontana, si souvent observé en bandoulière du jeune garçon sur les photos de surveillance de l'hôtel. Plus troublante encore, la pellicule photo était toujours dans l'appareil. 20 ans après la disparition, cette bobine Kodak Gold 200 de 36 poses contenait potentiellement les dernières images prises par Luca avant le drame. Le commissaire Durand ordonna immédiatement le transfert de l'appareil vers les laboratoires spécialisés de la police scientifique de Lyon pour développement d'urgence. L'examen préliminaire de l'épave révéla des détails troublants qui transformèrent radicalement la nature de l'enquête. Sur la carrosserie déformée, les experts identifièrent plusieurs impacts circulaires caractéristiques de projectiles d'armes à feu. La tôle du haillon arrière présentait 3 perforations nettes de calibre 9 mm Parabellum, munition standard des armes de poing européennes. Cette découverte fit l'effet d'une bombe dans l'équipe d'investigation. La famille Fontana n'avait pas été victime d'un accident de montagne ou d'une disparition volontaire. Ils avaient été assassinés. Le véhicule retrouvé intact 20 ans plus tôt sur le chemin forestier n'était qu'une mise en scène destinée à égarer les enquêteurs. Le capitaine Mercier contacta immédiatement le parquet général de Chambéry pour signaler la découverte d'un quadruple homicide.
L'affaire prenait une dimension criminelle majeure, nécessitant des moyens d'investigation exceptionnels. Un juge d'instruction spécialisé dans les affaires criminelles complexes fut saisi dès le lendemain. L'analyse balistique préliminaire, effectuée sur place par un expert de l'IRCGN, révéla que les projectiles provenaient d'au moins 2 armes différentes. Les angles de tir suggéraient que les victimes avaient été prises en embuscade, probablement alors qu'elles se trouvaient encore dans ou près de leur véhicule. La violence et la préméditation de l'attaque ne faisaient aucun doute. Le soir du 3 octobre, Lacroix rentra chez lui profondément bouleversé. Après 20 ans d'interrogation, il tenait enfin des réponses. Mais ces réponses soulevaient des questions encore plus terrifiantes. Qui avait voulu la mort de cette famille innocente? Pourquoi? Et comment les assassins avaient-ils réussi à dissimuler si parfaitement leurs crimes pendant 2 décennies? Le 4 octobre, au matin, les laboratoires de Lyon livrèrent les premières images développées de la pellicule de Luca Fontana. Sur les 36 poses, 32 avaient été impressionnées. Les premières montraient les souvenirs heureux des vacances familiales. Elena souriante devant la mer de glace, Marco photographiant l'aiguille du midi, Sofia lisant sur le balcon de leur hôtel. Mais les 4 dernières photographies glacèrent le sang des enquêteurs. Prises visiblement le matin du 23 juillet 1998, elles montraient une scène totalement inattendue. 3 hommes en tenue militaire discutant près de véhicules 4x4 noirs dans une clairière forestière. L'un d'eux portait un fusil d'assaut, les 2 autres des armes de poing. Leurs visages étaient nettement visibles malgré la distance. La dernière photographie, floue et prise manifestement dans la précipitation, montrait l'un de ces hommes pointant son arme vers l'objectif. Lucas avait réussi à documenter la découverte fatale qui avait coûté la vie à sa famille. Ils avaient assisté par hasard à une opération clandestine qui ne devait laisser aucun témoin. Cette révélation photographique transformait complètement l'enquête. Il ne s'agissait plus d'un crime de droit commun, mais d'une exécution professionnelle destinée à éliminer des témoins gênants. L'analyse des véhicules visibles sur les photos et l'identification des suspects allaient mobiliser tous les services de renseignement français pendant les semaines suivantes. L'affaire Fontana venait de révéler un secret enfoui depuis 20 ans dans les Alpes françaises. Un secret qui allait bientôt ébranler les fondements de la criminalité organisée transalpine. Le 8 octobre 2018, les laboratoires de reconnaissance faciale de la DGSI livrèrent leurs conclusions sur l'analyse des photographies de Luca Fontana. L'identification des 3 hommes armés photographiés le matin du 23 juillet 1998 provoqua un séisme dans les services de renseignement français et italiens. Le premier suspect identifié était Vincent Serrano, 42 ans à l'époque des faits, membre notoire du milieu marseillais lié au réseau corse de trafic international. Son casier judiciaire faisait état de plusieurs condamnations pour trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs et port d'armes prohibées. En 1998, il était recherché par la justice française pour son implication présumée dans l'assassinat d'un juge d'instruction niçois. Le deuxième homme fut identifié comme Alain Carboni, ancien membre du service action du SDECE, reconverti dans le mercenariat après sa radiation des services en 1994. Spécialiste des opérations clandestines, Carboni vendait ses compétences militaires aux plus offrants, principalement dans le domaine du règlement de compte et de l'élimination de témoins gênants. Le troisième suspect, le plus troublant, était Jean-Pierre Volponi, inspecteur divisionnaire de la police judiciaire de Nice en 1998. Cette révélation stupéfia les enquêteurs. Un policier en exercice participait à une opération criminelle armée dans les Alpes françaises. L'analyse de sa carrière révéla des zones d'ombre inquiétantes et des enrichissements inexpliqués. L'enquête prit immédiatement une dimension nationale. Le juge d'instruction Pierre Martineau, spécialisé dans la criminalité organisée, fut saisi de l'affaire par le parquet général de Chambéry. Martineau
Magistrat de 55 ans, réputé pour son intransigeance face au réseau mafieux, comprit qu'il tenait entre ses mains l'une des affaires les plus sensibles de sa carrière. Les investigations révélèrent progressivement la nature de l'opération clandestine photographiée par Luca. Le 23 juillet 1998, dans cette clairière isolée des bois de la Pendant, se déroulait l'exécution d'Antonio Grimaldi, parrain marseillais rival de la famille Serrano, dans le contrôle des circuits de blanchiment d'argent entre la France et l'Italie. Grimaldi, âgé de 63 ans, dirigeait depuis Marseille un réseau sophistiqué de transferts financiers illégaux via des sociétés écrans installées en Suisse et au Luxembourg. Son élimination était programmée depuis plusieurs mois par ses concurrents corses, mais la discrétion absolue était nécessaire compte tenu de sa notoriété dans le milieu criminel méditerranéen. La présence de Volponi s'expliquait par sa corruption. Depuis 1995, l'inspecteur divisionnaire fournissait au réseau Serrano des informations confidentielles sur les enquêtes policières en cours. En échange, il percevait des sommes considérables versées sur des comptes offshore aux îles Caïmans. Son rôle dans l'opération du 23 juillet était de s'assurer qu'aucune investigation officielle ne viendrait troubler l'exécution. Mais l'irruption de la famille Fontana dans ce périmètre ultra-sensible avait tout bouleversé. Marco, Elena, Sofia et Luca avaient quitté le sentier balisé du Bel Oiseau pour explorer une sente secondaire repérée par Elena sur la carte IGN. Cette déviation impromptue les avait menés directement vers la clairière où se déroulait l'exécution de Grimaldi. Les reconstitutions effectuées par les gendarmes du PGHM permirent d'établir le déroulement précis du drame. Vers 11h30, la famille Fontana était arrivée à pied dans la clairière, surprenant les trois hommes armés en pleine opération. Grimaldi gisait déjà au sol, abattu quelques minutes plus tôt. Luca, passionné de photographie, avait instinctivement dégainé son Nikon pour photographier cette scène insolite. Vincent Serrano avait immédiatement compris le danger mortel que représentaient ces témoins involontaires. Marco Fontana avait tenté de protéger sa famille en levant les mains et en s'exprimant en italien, espérant faire comprendre qu'il ne parlait pas français et n'avait rien vu de compromettant. Mais Serrano ne pouvait prendre aucun risque. L'omerta absolue était la règle d'or du milieu. Aucun témoin ne devait survivre pour témoigner de l'exécution de Grimaldi. L'ordre d'élimination fut donné immédiatement. Volponi et Carboni ouvrirent le feu sur la famille sans sommation. Sofia fut touchée la première d'une balle en pleine poitrine. Elena s'effondra en tentant de protéger sa fille. Marco reçut 2 projectiles dans l'abdomen avant de s'écrouler. Luca, caché derrière un arbre, réussit à prendre une dernière photographie floue avant d'être abattu à son tour par Carboni. L'exécution de la famille Fontana avait duré moins de 2 minutes. 3 innocents, victimes du hasard et de leur curiosité naturelle, venaient de payer de leur vie leur rencontre fortuite avec les forces les plus sombres de la criminalité organisée transalpine. Mais Serrano était un professionnel aguerri. Il ne pouvait laisser 4 corps dans la nature. Leur découverte aurait immédiatement orienté les enquêtes vers l'exécution de Grimaldi. Il fallait faire disparaître toute trace de ce massacre, y compris le véhicule de location que la famille avait garé sur le chemin forestier. L'opération de dissimulation fut minutieusement orchestrée. Carboni et Volponi transportèrent les corps jusqu'à la Renault Espace, tandis que Serrano effaçait méticuleusement toutes les traces de sang et d'impact de balles dans la clairière. Le corps de Grimaldi fut chargé dans l'un de leurs 4x4 pour être incinéré ailleurs. La suite révéla le génie criminel de Serrano. Plutôt que de faire simplement disparaître le véhicule des Fontana, il imagina une mise en scène diabolique destinée à égarer définitivement les enquêteurs. La Renault fut conduite jusqu'au sommet d'une falaise, surplombant la ravine où elle serait découverte 20 ans plus tard. Serrano vida ensuite le réservoir et sabota discrètement les freins du véhicule. Il reprogramma le compteur kilométrique pour faire croire à un parcours différent, dispersa quelques affaires personnelles sur le chemin forestier où la voiture serait retrouvée abandonnée, et poussa finalement la Renault
dans le vide, avec les 4 corps à l'intérieur. La chute de 60 mètres détruisit complètement le véhicule et rendit les corps méconnaissables. Mais surtout, cette ravine était située dans une zone géologique particulière, un ancien lit de torrent comblé par des éboulis et de la terre végétale. La masse de la voiture s'enfonça naturellement dans ce terrain meuble, et les pluies d'automne 1998 achevèrent d'ensevelir l'épave sous plusieurs mètres de sédiments. L'étape finale de la mise en scène fut réalisée par Volponi. Utilisant ses prérogatives de policier, il fit remonter discrètement la Renault vide depuis la ravine à l'aide d'un treuil, la repositionna sur le chemin forestier avec quelques affaires éparpillées et signala anonymement sa découverte le lendemain matin. L'enquête officielle partit immédiatement sur une fausse piste, disparition mystérieuse sans trace de violence. Le 15 octobre 2018, Vincent Serrano fut interpellé à son domicile de Marseille par les services spécialisés de la DGSI. Âgé désormais de 62 ans, l'ancien caïd n'opposa aucune résistance. Les 20 années écoulées avaient blanchi ses cheveux et creusé son visage, mais n'avaient pas effacé sa mémoire du massacre des Alpes. Face au juge Martineau, Serrano adopta d'abord la stratégie du silence, mais la confrontation avec les photographies de Luca Fontana ébranla ses certitudes. Après 48 heures de garde à vue, il comprit que la partie était perdue. Le 17 octobre, il demanda à s'entretenir avec ses avocats et négocia sa coopération avec la justice. Les aveux de Serrano, consignés dans un procès-verbal de 73 pages, révélèrent l'ampleur du réseau criminel franco-italien qu'il dirigeait en 1998. L'exécution d'Antonio Grimaldi s'inscrivait dans une guerre souterraine pour le contrôle des flux financiers illégaux entre la France, l'Italie et la Suisse. Des centaines de millions de francs transitaient chaque mois via ce réseau, alimentant les caisses de plusieurs organisations mafieuses méditerranéennes. Serrano expliqua avec un détachement glacial les circonstances du massacre de la famille Fontana. « Ces gens étaient au mauvais endroit, au mauvais moment », déclara-t-il au juge. « Dans notre milieu, la survie dépend de l'élimination de tous les témoins. Je n'avais pas le choix. » Cette phrase, reproduite dans tous les médias européens, illustrait parfaitement la logique implacable de la criminalité organisée. L'interpellation d'Alain Carboni s'avéra plus complexe. L'ancien militaire avait quitté la France en 2003 et s'était installé en Amérique du Sud sous une fausse identité. Il fut finalement localisé au Paraguay grâce à la coopération d'Interpol et extradé vers la France le 3 novembre 2018. Ses aveux confirmèrent intégralement le récit de Serrano, mais c'est l'arrestation de Jean-Pierre Volponi qui provoqua le plus grand scandale. L'ancien inspecteur divisionnaire, devenu commissaire divisionnaire à la retraite, menait depuis 2008 une existence paisible dans une villa de Cannes acquise avec l'argent de la corruption. Sa mise en examen pour complicité de quadruple assassinat ébranla profondément la police française. L'enquête administrative révéla l'étendue de la corruption de Volponi. Entre 1995 et 2003, il avait perçu plus de 2 millions d'euros en échange d'informations confidentielles transmises au réseau criminel. Plusieurs dizaines d'enquêtes avaient été compromises par ces fuites, permettant l'évasion de nombreux suspects et l'échec de saisies importantes. Le 12 novembre 2018, une cérémonie religieuse fut organisée dans la cathédrale de Bergame, en mémoire de la famille Fontana. Marco, Elena, Sofia et Luca furent enfin inhumés dans le caveau familial du cimetière municipal, 20 ans après leur disparition. Giuseppe Fontana n'était plus là pour assister à ces obsèques qu'il avait tant espérées, mais ses dernières volontés furent respectées. Henri Lacroix, présent à Bergame, aux côtés des autorités françaises, déposa une gerbe de fleurs sur la tombe. L'ancien inspecteur, désormais âgé de 58 ans, avait enfin obtenu les réponses qui l'obsédaient depuis 2 décennies. Cette famille innocente est morte pour avoir voulu découvrir la beauté des Alpes, déclara-t-il aux journalistes présents. Leur mémoire méritait que la vérité soit établie. L'instruction de l'affaire se poursuivit pendant 18 mois.
Le juge Martineau démantela minutieusement le réseau criminel dirigé par Serrano, identifiant ses ramifications en Suisse, au Luxembourg et jusqu'en Amérique latine. 43 personnes furent mises en examen, dont plusieurs personnalités du monde financier et politique méditerranéen. Le 8 mai 2020, Vincent Serrano fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'assassinat de la famille Fontana et d'Antonio Grimaldi. Alain Carboni écopa de 30 ans de réclusion criminelle. Jean-Pierre Volponi, âgé de 72 ans, fut condamné à 25 ans de prison pour complicité d'assassinat et corruption. Mais la justice ne put rattraper tous les protagonistes de ce drame. Plusieurs complices étaient décédés durant les 20 années d'impunité, d'autres avaient réussi à s'installer définitivement dans des pays sans accord d'extradition. Le mal causé par ce réseau criminel dépassait largement le massacre de la famille Fontana. L'enquête révéla également des dysfonctionnements graves dans les services de police français. La corruption de Volponi avait été facilitée par l'absence de contrôle interne suffisant et la culture du silence qui régnait dans certaines unités. Des réformes importantes furent adoptées pour renforcer la surveillance des policiers occupant des postes sensibles. Jean-Claude Martel, le technicien de l'ONF dont le drone avait permis la découverte de l'épave, reçut une décoration pour service rendu à la justice. Son travail méticuleux et sa conscience professionnelle avaient permis de lever le voile sur l'un des crimes les plus sophistiqués de l'histoire criminelle française. Le docteur Marie Blanchard publia une étude scientifique sur les techniques de conservation des restes humains en milieu alpin. Ces travaux sur l'affaire Fontana contribuèrent au progrès de la médecine légale dans des environnements difficiles, aidant à résoudre d'autres affaires de disparitions anciennes. L'histoire de la famille Fontana inspira plusieurs documentaires et ouvrages criminologiques. Leur tragédie illustrait parfaitement les mécanismes implacables de la criminalité organisée et les ravages que pouvaient causer l'omerta et la corruption policière, mais elle démontrait aussi que la vérité, même enfouie pendant des décennies, finit toujours par ressurgir. En septembre 2021, une plaque commémorative fut inaugurée sur le sentier du Bel Oiseau, en mémoire de Marco, Elena, Sofia et Luca Fontana. Ce monument discret, visible des promeneurs empruntant le chemin qu'avait suivi la famille 23 ans plus tôt, porte cette inscription: à la mémoire d'une famille innocente, victime de la barbarie humaine. Que leur souvenir nous rappelle que la justice, même tardive, finit toujours par triompher. L'affaire Fontana s'achevait ainsi sur une note d'espoir, malgré l'horreur du crime révélé. Cette famille italienne, partie en vacances pour découvrir la beauté des Alpes françaises, avait trouvé la mort dans la plus atroce des circonstances. Mais leur sacrifice involontaire avait permis de démasquer un réseau criminel qui sévissait depuis des décennies dans l'impunité la plus totale. Aujourd'hui, quand les touristes arpentent les sentiers de randonnée autour de Valorcine, peu connaissent le drame qui s'est joué dans ces montagnes en juillet 1998. Mais pour ceux qui savent, chaque panorama sur les glaciers du Mont Blanc porte en lui le souvenir de 4 innocents dont la curiosité naturelle fut punie de mort par la barbarie organisée. L'histoire de la famille Fontana nous enseigne que derrière la beauté apparente de nos sociétés se cachent parfois des réseaux criminels d'une sophistication et d'une cruauté terrifiante. Elle nous rappelle aussi que la technologie moderne, incarnée par ce drone de surveillance environnementale, peut révéler des vérités que l'on croyait à jamais enfouies. Cette affaire nous montre comment le hasard et la technologie peuvent révéler des crimes parfaits vieux de plusieurs décennies. 20 ans après leur disparition, la famille Fontana a enfin obtenu justice grâce à un simple drone de surveillance. Qu'avez-vous pensé de cette enquête? Aviez-vous anticipé le rôle des photographies de Luca dans la résolution de l'affaire? Partagez vos réflexions en commentaire. Si cette investigation approfondie vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez un like si cette histoire vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse également à ce type d'enquête criminelle complexe.